Bom, obrigado, Eliana. Vamos então passar para a última apresentação do dia, antes de abrir para breves considerações e podermos encerrar essa longa jornada. Então, sem mais demoras, eu passo a palavra ao professor Daniel Rousseau, que é professor de História da Arte Medieval na Universidade da Borgonha, em Dijon. O professor Daniel Rousseau compreende português perfeitamente, então, já para que vocês não fiquem acanhados na sequência ou para abordar o professor ao longo da noite de hoje ou amanhã, mas ele vai fazer a sua fala em francês. Dado o adiantado da hora, eu não farei tradução dessa fala, senão nós íamos duplicar o tempo. Então eu peço desculpas a eventuais dificuldades de compreensão, mas estamos aqui todos disponíveis na sequência do evento e amanhã para sanar eventuais dúvidas, e eu me disponho de antemão, mas todos os colegas aqui igualmente capacitados, para que as perguntas e as dúvidas depois possam ser formuladas da melhor maneira possível, e passo a palavra, sem mais demoras, ao professor Daniel Rousseau para sua fala. Obrigado, Eduardo. Obrigado aos organizadores. Et je suis très content, Hilario, de parler de votre œuvre devant vous, devant Isa, ce soir. Et je vais essayer de ne pas faire trop long, évidemment. C'est, vous le voyez en titre, bien sûr, autour du concept de mythologie. Et j'ai beaucoup apprécié, Marcus, ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais il y a des choses sur lesquelles je vais d'ailleurs revenir. Dans le fonctionnement de la société médiévale et la production de ces images. Et je commencerai donc par la dent pudique. Je pourrais aussi, cher Hilario, indiquer l'œuvre évidemment de Jacques Le Goff dans la civilisation de l'Occident médiéval. Je vais y venir. Donc à partir de votre travail, Hilario, et en dialogue avec vous, j'ai construit 3 points d'observation qui touchent à votre approche de l'histoire médiévale et à votre conceptualisation de la civilisation de l'Occident. Et ça commence aussi avec votre travail sur le Moyen-Âge ou la naissance de l'Occident, publié à San Paolo en 1986. Mais pas seulement, en élargissant un petit peu les données de la problématique et en posant le problème dans le champ de la mythologie, élaborée au cœur d'une société pour et par l'étude de ces images. Le premier point, c'est précisément, et je me suis beaucoup arrêté sur votre livre, c'est précisément l'écho que j'ai ressenti avec le livre de Jacques Le Goff, que j'ai en même temps relu aussi un peu à travers vous, son livre de 1964 sur la civilisation de l'Occident médiéval. Et Le Goff introduisait un raisonnement très serré sur les images, ce qu'il nommait alors non pas les images, mais l'iconographie, et qu'il définissait à travers la masse de ces exemples, et je le cite, comme la structure mixte de réalité matérielle et symbolique. Par exemple, les parallélismes, et sur lesquels d'ailleurs il revient à plusieurs reprises. Dans le système des rapports généraux et particuliers entre le ciel et la terre, entre les 2 glaives pour la papauté, les 2 luminaires dans l'imagerie de la Genèse, le soleil et la lune. Je passe sur la citation. Pour Le Goff, l'iconographie était, au moins c'est ce qu'il pensait dans ce grand livre, l'un de ces carrefours, et je le cite aussi, entre les 2, le matériel et le symbolique, en lien aussi avec ce qu'il appelait la société des États et l'imaginaire social, à l'œuvre tout au long de la période. Et là, il introduit cette question dans sa
son examen de la vie morale et spirituelle à l'intérieur de la société chrétienne. Et j'ai utilisé l'édition 1964 pour ces illustrations. Vous voyez ici une copie. J'ai regardé aussi la traduction par José Rivaire de Macedo de son ouvrage publié donc en 2005. Et tout au long de cette période, il parvient à introduire en même temps cet examen dans le champ de la pensée symbolique. Pensée symbolique, pour lui, à l'époque, c'est ce qui nomme les différentes catégories. C'est ce qui structure l'ensemble des faits sociaux. Il socialise, à vrai dire, tout un processus, je passe, mais je tiens tout de même à le souligner, décrit en des termes structuralistes par Claude Lévi-Strauss, et en particulier dans l'anthropologie structurale, 1958, le livre de Le Goff, 1964. De ce point de vue, son iconographie, comme il l'appelle, ses choix, que nous avons sur la maquette du livre paru chez Artaud en 1964, sont toujours doubles, articulés en deux pôles binaires, comme un couple d'opposés, structure dualiste, pourrions-nous dire. D'un côté, l'iconographie de la Vierge rachetant la figure d'Ève, mais aussi, au-delà, les figures de la femme dans l'art du XIIe et dans l'art du XIIIe siècle, à l'intérieur de toute sa partie très intéressante sur la société chrétienne. Et puis, d'un autre côté, l'iconographie de la lutte, l'iconographie du combat, David contre Goliath, les paysans contre les seigneurs. Et là, eh bien, souvent d'ailleurs, les gardiens ou les hommes des seigneurs aidant, bien sûr, à combattre les paysans. Et là, j'ai repris un certain nombre de ces clichés anciens dans son livre. Ici, une femme dont un serpent est issu du sein droit qui rampe pour mordre le sexe, à moins que ce soit exactement l'inverse, mais cela peut en effet être dans les deux directions. Moissac, la figure est sculptée sur le portail. Elle entretient bien des rapports avec l'anthropologie de la terre-mère, souvent abordée par la sculpture languedocienne. Et Le Goff reproduisait ce que vous voyez au tableau, c'est la figure 133 dans son cahier d'illustration, un relief, écrivait-il, assez grossier, puissant, expressif, sans doute du XIe siècle, provenant de l'église de Haut, en Haute-Garonne, aujourd'hui conservée à Toulouse, musée des Augustins. Et puis, dans le cahier des illustrations qui suivent, notamment l'opposition entre le vilain, le chevalier, les paysans, le seigneur et ses hommes. Ce qu'il intitulait, dans tout un cahier d'illustration, page 113 à 130, ce qu'il intitulait les luttes, la lutte des classes, les classes sociales. Et je le cite. Ici, eh bien, un vilain contre un chevalier, figure 120, vers 1120-1140, archivole du portail de la Pescheria à Modène. Et bon, il y a tout un raisonnement, notamment l'opposition entre le chevalier à gauche sur l'image et puis un certain Burmaltus, un vulgaire, un paysan ici, armé d'un pic énorme et qui permet au sculpteur de présenter la lutte contre le vilain, qui se sert au fond de ses outils, y compris des outils aratoires, comme des armes contre le chevalier. Ou bien aussi la figuration des paysans travaillant sous la garde très étroite de l'homme du Seigneur, figure 121,
dans le volume de Le Goff. Illustration du mois d'août, dans le psautier de la Reine Marie, et début du XIVe siècle, aujourd'hui conservé à Londres, British Museum. Des paysans sont courbés et un homme du Seigneur se tient debout. Il est coiffé d'une espèce de petit chapeau de paille qui est en forme triangulaire, et il maintient sur le dos des travailleurs de la terre une baguette qui est plutôt un bâton assez long pour pouvoir les frapper. Et Le Goff insistait beaucoup sur ces rapprochements avec le social et l'économie. Classe sociale, lutte des classes, c'est aussi ainsi qu'il étudiait, d'ailleurs ce qu'on a aujourd'hui complètement laissé de côté, l'iconographie de David et Goliath. J'aborde à présent un certain nombre de vos remarques, Hilario, comme un tout, en notant bien sûr précisément ce qui est défini dans votre recueil Os tres dedos de Adão, si je prononce bien, 2010, ces grandes configurations mythiques qui traversent la société médiévale le long d'axes de polarisation qui sont autant d'axes de discours explicatifs sur le monde. Le mundus des scolastiques, qui est également le mundus, on l'a entendu tout à l'heure, des relations féodo-vassaliques. Sur la base des correspondances et des relations entre les êtres et les choses, notamment votre texte très important de Modelo et Imagem, sont envisagés les rapports entre le ciel et la terre, au sein d'une nature qui est pour une très large part une nature imaginée, c'est-à-dire recréée, notamment dans votre ouvrage Cocaagna, A Historia de un País Imaginario, préfacé par Jacques Le Goff, publié en 1998. Et à la recherche, entendons avec vous la pensée des formes symboliques comme la pensée des formes simples. On pourrait dire à un premier niveau, pour les simples. Ceci suppose quelques opérations en chaîne pour la compréhension de ces rapports d'analogie. Et dans le chapitre 10, notamment de votre ouvrage de 2010, Ave Eva, inversão et complementaridade mythicas, vous revenez, vous démontez ces principales étapes. Alors je m'y arrête. D'abord, la démythologisation de Marie, à l'encontre, et là je reviens sur ce que disait Marcus tout à l'heure, de ce qu'écrit par exemple Bultmann pour le Christ, Jésus. En 1968, pour Bultmann, au contraire, pour sa part, il ne pouvait y avoir d'histoire de Jésus qu'à travers la mythologisation du personnage. Vous dites, page 304, qu'en percevant Marie, Marie est vue sur un versant chrétien, mais d'un archétype très ancien, archétypo manifestado, qui se manifeste dans Ève, Isis, Ishtar, Cybèle, Héra, Athéna et d'autres. Au IIe siècle, Justin, Saint Justin en Orient, Saint Irénée en Occident, pour la première fois, ont opposé Marie à Ève. Autrement dit, dans cette mythologisation, eh bien, des figures, vous choisissez la démythologisation parce que vous choisissez l'histoire. Et donc, l'exclusion de tout ce qui est mythe. C'est-à-dire, à ce niveau, discours critique d'une autre civilisation intégrée, puis d'une autre culture, à l'intérieur d'une même civilisation. Je pense aussi à ce qu'écrivait le théologien Olivier Marquardt, l'élimination profane du monothéisme, qui peut s'écrire alors comme un monomythe. Là, évidemment, avec votre partie et votre analyse, vous en prenez le contre-pied. En même temps, et vous l'expliquez très bien, le fait et l'image de Marie s'opposent aux résistances mises par l'Église à reconnaître sa liturgie, la liturgie mariale,
avec tous les empêchements que l'Église multiplie pour la fête de l'Assomption, jusqu'en 1950. Et pas de l'Assomption de l'âme, comme le pense et l'écrit, le développe Marielle Lamy, parce qu'il faut distinguer évidemment les deux. Assomption de l'âme, c'est une chose, Assomption, c'en est une autre. Ensuite, les rapports entre le mythe et la révélation, notamment, et je reviens au père Tillich, mort en 1965, qui a son livre Mythos und Mythologie, publié à Stuttgart en 1964. Comment le mythe, symbole constitué d'éléments de la réalité, de l'absolu, visé dans l'acte religieux, s'affirme comme la possibilité légitime pour le christianisme de se présenter lui-même, à condition, disait Tillich, que le langage mythologique de la foi soit déjà celui d'un mythe décortiqué, dans lequel la pensée critique l'emporte sur le littéralisme des mots. Mythe, mot. Et la thèse défendue par Tillich, au fond, dans une perspective de théologie systématique, n'ouvre pas d'autre possibilité de parler de Dieu, sinon en termes mythologiques, lui aussi, comme Bultmann. Alors, à partir de là, eh bien, il fallait concevoir les deux registres, mythe, mot, et dans un rapport de coordination entre les deux. Coordination. Et vous écrivez réapproximation, si je comprends bien, rapprochement du mythe et du mot. Du mythe figuré et du mot chrétien qui peut être figuré, si j'en crois Beat Brink dans son livre sur The Apse, The Image and the Icon, publié en 2010, qui, sans s'interroger sur ces questions pourtant fondamentales, et c'est bien dommage, va défendre l'idée, a priori, que le mot chrétien, à l'inverse du mythe, dans les civilisations autres que chrétiennes, est projeté sur le mur, notamment sur le mur d'abside, ce qui transforme le discours figuré en proposition iconique. C'est bien simple, plus de transfert, plus de transformation. Revenons aux faits. Trois exemples de faits que vous citez, que je reprends. Première moitié du XIIe siècle, le tympan du portail sud, vous appelez d'ailleurs fait iconographique. Et nous sommes là en plein dans les analyses, les études de situation et les rapports de coordination. Première moitié du XIIe siècle, le tympan à Anzy-le-Duc, le tympan du portail sud en Bourgogne, de l'église d'Anzy-le-Duc, et le partage dans le chant sculpté, d'une part de Marie qui porte l'enfant, et d'autre part, donc Marie porte l'enfant et accueille les mages venus apporter leurs offrandes, et d'autre part, de l'autre côté, à droite, dans l'histoire du tympan, son économie, et bien de l'autre côté, la présentation du péché et de tout ce qui s'ensuit, avec la présentation d'un serpent à ligne tout à fait démesurée, hors de proportion. Cette partition spatialisée des séquences entre en rapport avec la pensée de la mise en relation, de la coordination, et fait ainsi entrer Marie dans ce système. Il est vrai, du reste, que du point de vue de la présentation du péché, on peut aussi s'interroger avec vous et puis avec Jacques Le Goff sur le rapport au social. Autre exemple, le relief sculpté dans le bronze doré à feuilles d'or sur le bras sud du transept du dôme San Ranieri à Pise, en 180. Et là, comme vous le montrez bien, et excellemment, sur l'un des registres, ici, en bas, tout à fait en bas, et c'est à droite, c'est en bas à droite pour nous,
sur le tableau l'épisode de l'expulsion avec Ève, tête couverte, petite figurine légèrement sculptée au repoussé et en léger relief, c'est une espèce de graffito, tête couverte, voilée, regardant vers l'épisode du haut, les mages sur une espèce de corniche servant aussi à la séparation des deux séquences, les mages qui partent à la recherche de l'enfant. Et dites-vous, ni Vierge Marie, ni Christ, ils ne sont pas figurés, ils ne sont pas là. La relation au mythe, au mot, n'étant pas précisée, suppose donc l'intervention d'une manière ou d'une autre, eh bien, de quelqu'un qui peut savoir ce mot chrétien, voir ce mythe. Autre exemple, l'exemple de Neuilly, Sainte-Marie-Madeleine, Neuilly en donjon, en Auvergne, c'est un pan sculpté sur la façade de l'église et plus précisément sur le tympan, le voici, le projet iconographique qui suppose la coordination entre le mythe et le mot. Et là, osons les rapprochements, car maintenant on y voit beaucoup plus clair. On dirait alors mot et mythe d'un côté, on dirait de l'autre raison théologique, et entre les deux, eh bien, raison iconographique, raison du figuré, ou, comme l'écrivait aussi Jacques Le Goff, l'iconographie. Moyennant une inversion, vous dites inversant, sur le tympan, en effet, les mages apportent leurs offrandes à l'enfant, tandis que au linteau sont montrés côte à côte péché originel et repas chez Simon. Et dans le linteau, intervention de la Madeleine. Par l'inversion, inversant, sont ainsi revalorisées comme rachetées figurativement trois femmes, Marie et Ève, mais aussi réactualisées par la Madeleine, dont le culte est alors revivifié, 11e, 12e siècle, très largement du fait de la circulation exhibée de ces reliques. Ainsi, dans la conjoncture du premier gothique, la coordination avec l'Église est d'abord de Marie, puis par Marie d'Ève, enfin par ces deux-là, Marie et Ève, de la Madeleine, se traduit dans le bâtiment construit par la tâche très solide de Marie à la façade de l'église, par le trumeau qui, en avant de celle-ci, vient exposer, par-delà le jeu sur les figures, le rapprochement exégétique entre elles. Mot, mythe, d'un côté, raison théologique de l'autre, et entre les deux, réajustement figuratif, inversion, coordination, ou bien iconographie. Si je reprends toujours, je l'aime bien, le terme de Jacques Le Goff. Et ce réajustement fait se superposer ces trois figures de femmes. Et là, bien sûr, comment ne pas penser aussi, dites-vous, à la mère Terre, Mai Terra. Mère Terre, et vous montrez un certain nombre d'exemples, en particulier, très bel exemple de la mère Terre de 1023, je n'ai pas le temps de m'y arrêter. Alors il y a un troisième point, j'ai le temps, ça va, 5 minutes. Troisième point, la métaphore visuelle, sur laquelle j'insiste à présent, et qui est un concept que vous placez au cœur de votre travail, notamment dans vos essais sur Silos, sur l'art roman, mais aussi dans l'interprétation de l'absolu de Dante Alighieri. Petit ouvrage extrêmement dense sur le O poeta du assoluto, et puis avec Eduardo qui me presse dans le temps, les vidas di Dante et scritos biographicos, l'historicisation évidemment de Dante, et en y ajoutant alors les passages peut-être les plus historiques de Dante.
la vita nova, les rimes attribuées à Dante, les rimes doubier, le convivio. On peut voir qu'il y a tout un regard de la modernité qui se tisse, parce que, en effet, cette métaphore visuelle, eh bien, elle est très moderne. Dans ce que vous avez présenté de Silos et de l'art roman, c'est du côté de la construction intellectuelle. Ce n'est plus la raison théologique, c'est, on l'a entendu dire aussi tout à l'heure, une raison discursive. Et en effet, ce regard de la modernité dans ces œuvres de poésie composées en langue italienne pendant sa période d'amitié avec Guido Cavalcanti et d'autres poètes florentins, entre 1283 et 1292 pour les rimes, 1294-1295 pour la vie nouvelle, Vita Nova, l'Alighieri a traité de ces mêmes questions de métaphore visuelle, en citant maintes et maintes fois le philosophe, ainsi que le mentionne Aristote. Je m'arrête sur quelques points, puis je termine. Il s'est arrêté, entre autres, sur les questions disputées sur la format, en relation avec la couleur dans les rimes. Ou bien aussi, il s'interroge sur la forme sensible aux yeux, à l'oreille, au toucher. Et puis, là, c'est l'image sensible. Et puis, la dame lointaine, matérialisée par magie, animée d'amour, je cite Dante, qu'il rencontre dans sa quête de la philosophie et qu'il retrouve, pour la célébrer aussi, dans la haute chambre de son hôtel. La dame qu'il évoque est l'âme, et elle préside tout au bout de l'ascension à la vie spirituelle, c'est-à-dire à la vie en esprit. Et dans le même élan de la pensée, il rencontre des différents esprits de la vie, animale, mais aussi végétale, mais aussi humain au-delà de l'animal. Dans le banquet, composé dans une période postérieure, dans les années 1304-1309, il explique de façon différente cet approfondissement de l'absolu, plutôt en allant vers des questions d'ordre historique et tout à fait contemporaine. L'absolu, oui, la métaphore visuelle et en même temps l'histoire. Et pour conclure, eh bien là, nous vous retrouvons entièrement, cher Hilario. Merci. Então, gostaria de mais uma vez agradecer a todos, agradecer aqueles que estão presentes e estão acompanhando esse dia extremamente denso. É uma pena que o tempo não seja suficiente para a gente escutar, conversar e discutir em toda a medida que as ricas apresentações que nós estamos assistindo aqui merecem. Como vocês sabem, nós já estamos quase uma hora atrasados com relação ao nosso término esperado. Por isso eu vou pedir para a Cristina passar o microfone para o professor Hilário e convido aos demais que tenham questões a formular que eles ou nos acompanhem na nossa confraternização ou conversem amanhã. Esperamos conseguir equacionar melhor o tempo de modo que as pausas para o café sejam momentos também de conversa e de questões. Peço desculpas em nome da comissão organizadora por esses contratempos que acabaram levando a um acréscimo de tempo que pesa de diferentes maneiras sobre a nossa experiência. Tá? Antes de passar a palavra para o Hilário, só você disse que as pessoas que estão assistindo, lembrando que tem pessoas assistindo também pela internet. Temos assistentes até na França. Olha só. Fiquei sabendo. Que coisa, que maravilha. Bem, inicialmente, meu muito obrigado aos três amigos aí que apresentaram nessa
nessa última mesa do dia. Realmente estamos muito avançados na hora, então tentarei ser bem econômico nas observações, porque acho que até o cansaço começa a bater em todo mundo. E, enfim, os desdobramentos ou comentários maiores a gente reserva aí para o tete-a-tete com cada um deles, né? Jonatas, sem dúvida você conhece mais sobre o Pedro Moacir do que eu. Você teve um contato mais longo, no tempo do que eu. Mas tem várias histórias que a gente poderia trazer aqui, né? Complementar as suas com as minhas seria uma coisa muito curiosa, mas que realmente não cabe nesse momento. Eu vou me limitar a aproveitar a sua dúvida / provocação. Pedro Moacir era ou não era um medievalista, né? Dizendo que eu tenderia a pensar nele como um enciclopedista, século XIX, aquele que conhece bastante de muita coisa, né? E que pelas circunstâncias quase institucionais, ele acabou rodando por várias disciplinas, trabalhou várias áreas diferentes e meio casualmente naquele departamento muito pequeno de poucos professores, né, lhe coube medieval na maior parte do tempo, né, mas não creio que tenha sido assim um medievalista de convicção, né. Conhecia muito, tinha uma erudição extraordinária, mas que não era exclusiva de medieval, era erudição mesmo, né. Claro que a gente via muito mais a erudição de medieval, porque ele estava dando cursos de medieval, né? Então, a minha sensação é essa, né? Alguém que foi muito importante para a nossa formação, mas não era medievalista. Se me permite, Lário, só uma observação que me escapou, eu não falei, mas a minha conclusão da análise do memorial dele é que o Pedro Moacir era basicamente, o foco do interesse dele era a cultura alemã. Ele se interessava pela língua, que ele falava bem. Um colega meu alemão, Oswaldo Schuller, chegou a dizer que ele falava um alemão clássico, embora eu não saiba direito o que é isso, mas, enfim, era um elogio, né? Ele se interessava pela cultura alemã, língua, história e literatura, eu acho. Filosofia menos, mas eu acho que o foco do Pedro Moacir era isso, era esse mundo, né? E medieval ele tirava de letra, porque acho que ele devia pensar assim, bom, qualquer curso eu dou, né? Não tem problema. E só para fechar aqui, essa admiração dele pela cultura alemã acabava tendo muitas vezes naquela postura um pouco irônica, cínica, às vezes até um pouquinho agressiva, como você disse. Ele me contou uma vez que ele foi para Bonn, ele tinha lá alguma atividade, e depois ele passou por Paris. E conversando com um colega em Paris, você veio fazer aqui e tal? Falou, não, eu só estou de passagem, porque eu fui mesmo fazer em Bonn. E ele contando assim, alegre com a tirada dele, dizendo, Bonn é uma cidade desse tamanhinho. E eu fiz questão de dizer para o francês que eu não estava indo para Paris, eu estava só de passagem. Então ele tinha esse lado germanófilo realmente muito, muito forte, né? Bem, Eliana, obrigado, muito bonito, né? Santo Confine é muito interessante. Pena que você não mostrou o Adãozinho e Eva lá do lado esquerdo de quem está olhando para o portal, né? Mas justamente por causa deles que eu fico sempre olhando, né? Adão e Eva é uma fixação, como vocês sabem que eu tenho, né? E nunca tinha realmente parado para pensar sobre essa questão ali, né, nessa imagem, nesse monumento, dos magos, do cibório, a comparação com outras imagens aproximadas no tempo ou no espaço, né? E é bem interessante. E daí eu fiquei pensando, por assim, especulação de momento, que se parar para pensar um pouquinho, talvez não seja simplesmente absurda, né? Mas no final do dia a gente já não tem muito raciocínio claro e entre amigos, então eu simplesmente jogo assim.
me ocorreu o quanto esses seus cibórios aí não tem alguma coisa de Graal, né? Até pelos elementos que você foi trazendo, a questão da transformação do objeto, que transforma pessoas, né? Formalmente, né? Tirando essa tampa, que obviamente coloca um problema grande para essa, nem vou dizer hipótese, né? Mas para essa ideia assim, que passou pela cabeça, mas o resto da própria forma tem algo a ver, Graal já desenvolvido, digamos, né? Não o Graal original, que na verdade é um prato raso, né? É uma outra coisa, mas esse Graal, tal como ele se desenvolve depois, e o Marcos conhece isso melhor do que eu, a partir da literatura, né? É realmente um cálice, né? É um grande cálice, né? E é o cálice eucarístico, em última análise, né? Não sei se faria sentido ou não, mas talvez continuando em cima dessa imagem, você pudesse brincar um pouquinho, pelo menos para ver se é descartável de início a ideia ou se pode avançar um pouquinho mais, né? Mas coloco assim, veja, sem nenhum... não estou propondo alguma coisa, né? Apenas dizendo o que me ocorreu assim, de repente, ouvindo a sua fala. Tá? O Daniel vai me permitir que eu faça essa observação em português, tá? Para a plateia, para o resto da plateia, e talvez, eventualmente, até colaborando um pouquinho para aqueles que talvez não tenham entendido uma parte ou outra da sua fala, né? Poder clarificar alguma coisa. Bom, em primeiro lugar, você tem, obviamente, razão em falar nesses ecos do Legoff naquilo que eu faço, que eu proponho, que eu penso. Isso vem muito antes de conhecê-lo pessoalmente, né? Eu fui conhecê-lo pessoalmente em dezembro de 1990. Né? A partir daí, uma proximidade muito grande, pessoal e intelectual, mas a influência vinha lá de trás. Então, mesmo nas primeiras obras minhas, né? Percebe-se claramente que há uma influência, que há ecos, que há pistas. Isso é extraordinário no Legoff, né? Muita coisa que ele não desenvolve por falta de tempo, de espaço, porque não é o objeto dele numa determinada obra, ele aponta caminhos, ele sugere coisas, né? Talvez os principais discípulos dele fizeram exatamente isso. Quer dizer, pegaram algumas pistas, algumas sugestões, né? Assim meio en passant, né? Questão das cores, nessa mesma obra que você cita, né? Da civilização do Ocidente medieval, a carreira toda do Pastoureau está em cima disso, né? O Legoff toca um pouquinho na questão dos gestos, vai lá o Jean-Claude e escreve, né, um calhamaço, né, muito importante e interessante, a partir de uma pequena sugestão, né? Então o Legoff tinha esse dom, né? Então acho que não é estranho que eu tenha pego esses ecos, né, sem ter podido desenvolvê-los como fez Pastoureau, Jean-Claude e outros, mas é perceptível, né, essa influência que você detectou. E depois eu queria só sublinhar essa questão da noção da coordenação que você fala, que eu achei ótimo. Adorei essa ideia, porque é isso mesmo, né? É a coordenação, que eu falo em aproximação, né? Mas coordenação é um termo melhor, porque a coordenação da ideia, tanto da aproximação espacial, numa determinada imagem, né? Quanto a aproximação no plano realmente das ideias, né? No plano intelectual. E a noção de coordenação, que você bem coloca, também sublinha a questão das relações sociais. E, portanto, cria-se um jogo
de espaços, de espacialidades, em termos de imagens, né? Mas também um jogo de relações sociais, no plano mais amplo, que se relacionam especularmente com a imagem, são espelhos. Né? Então, eu gostei muito dessa sua ideia, dessa sua noção aí. Preciso, claro, pensar mais, eventualmente trocarmos mais algumas ideias, mas te agradeço bastante pela leitura que você fez desses meus textos. Fico contente que nos encontremos aí nas ideias básicas. Né? E, mais uma vez, obrigado a todos.